Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Nous sommes toujours confinés, donc, enfin, post-confinés, mais c'est une différence de degré plus que de nature. Et nous avons décidé, pour poursuivre notre œuvre de dialogue politique et d'éducation populaire, de multiplier les entretiens, comme nous l'avons fait pendant le confinement, et les webconférences. Aujourd'hui, mon invité sera Philippe Herlin. Philippe Herlin, bonjour. Bonjour. Alors, merci Philippe pour votre invitation. Un plaisir. Philippe Herlin, ceux d'entre les nôtres qui vous connaissent avant tout comme économiste et, disons, critique libérale des orientations gouvernementales à travers les réseaux sociaux et autres. Là, nous allons parler histoire des idées et philosophie, parce que c'est le thème de votre dernier ouvrage sur la Renaissance de l'Occident. Et je dois dire que j'ai été assez surpris, non par le thème, parce que je suis vos interventions, donc j'ai à deux, mais par l'angle que vous avez pris, qui est avant tout un angle d'histoire des idées. Je pense que le sujet est très à propos, vu que l'Occident se détricote à vitesse grand V ces 3 derniers mois, entre la crise sanitaire et aujourd'hui les tensions intercommunautaires, interculturelles et certains diraient interethniques qui se sont fait jour aux États-Unis et qui se sont répandues en Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qui arrive pour vous à l'Occident? C'est quoi? Vous employez le terme de démoralisation à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous entendez par là et comment vous êtes venu à vous intéresser à ça, à prendre cet angle? Alors déjà, pour qualifier ce qu'on voit en ce moment de l'actualité, moi, ça me fait penser à la révolution culturelle chinoise. Quand on oblige des gens à s'agenouiller, à faire leur autocritique, quand on met à bas des statues, ça fait penser à la révolution culturelle, une sorte de grande page blanche avec des militants hystériques qui sont absolument fermés à tout dialogue, à tout débat. Il n'y a absolument rien à discuter avec eux. Il faut se repentir de fautes, il faut faire son autocritique, point à ligne. Ça fait penser, il y a des images qui font penser à la révolution culturelle chinoise. Donc c'est plutôt inquiétant. Bon, ils ne sont pas au pouvoir, enfin ils le sont aussi, ils y sont un peu, plus ou moins. Donc on peut résister, contrairement à la Chine de Mao, mais voilà. Mais en tout cas, c'est une situation que je trouve assez inquiétante. Il y a une hystérisation complète qui empêche toute discussion, tout débat rationnel. Donc moi, avec mon livre, justement, j'essaie de remettre un peu de débat rationnel, de présenter des idées, une histoire des idées, pour comprendre un peu ce qui se passe en prenant du champ historique. Voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre, La Renaissance de l'Occident. Ouais. Donc je montre. Ne inquiétez pas, de toute façon, il sera en lien. Par contre, moi, c'est l'angle que vous avez pris qui m'a énormément surpris et qui m'a d'ailleurs, réjoui, parce que c'est un angle qui, à mon sens, n'est pas assez pris, parce qu'il y a un fond de critique, particulièrement de critique droitière sur l'école de Francfort, puis la French Theory, etc. Vous remontez à Heidegger, qui est un personnage adulé, statufié et vénéré d'une partie de l'université française, pour remonter à ce que vous appelez l'idéologie anti-occidentale qui s'est fait jour après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi avoir commencé par Heidegger et pouvez-vous revenir sur les étapes de cette filiation? Oui, alors, pourquoi Heidegger? Parce que c'est Heidegger qui est à la source des 2 grands mouvements philosophiques intellectuels d'après la Deuxième Guerre, c'est-à-dire l'existentialisme et la déconstruction, même si ce n'est pas lui qui a forgé les termes, mais tous les philosophes de ces mouvements se rattachent explicitement à Heidegger. Bon, ça, on le savait depuis longtemps, en fait.
Par contre, ce qui est plus nouveau, c'est que, bon, sur Heidegger, on sait qu'il y avait des soupçons, on va dire, des soupçons de lien avec le régime nazi, plus ou moins explicites. Il y avait des livres qui étaient sortis là-dessus. Mais bon, si on ne voulait pas vraiment savoir, on pouvait mettre un voile dessus et continuer, quoi. Et il y a eu un événement important qui s'est produit en 2014, qui est l'apparition des dernières œuvres de Heidegger. Alors là, il faut expliquer de quoi il s'agit. C'est-à-dire que Heidegger est mort en 1976. Mais il a lui-même prévu l'apparition de ses œuvres complètes. Il a confié ça à des gens de confiance, dont son propre fils. Il a prévu lui-même le calendrier et les œuvres. Et on voit apparaître en 2014, donc c'est des œuvres dont on n'avait jamais entendu parler, qui s'appellent les Cahiers noirs, dans lesquels on trouve, donc il y a plusieurs volumes, ils ne sont pas encore tous parus, il en reste encore quelques-uns, dans lesquels on trouve des passages qui sont explicitement antisémites, et même au-delà, parce que si c'était que ça, c'est aussi tout un discours apocalyptique, un discours, voilà, un discours qui met en valeur l'État aussi, enfin voilà. Donc un discours totalitaire, voilà, et explicitement antisémite, qui recycle tous les clichés possibles de l'antisémitisme. Et donc là, il n'était plus possible de se cacher derrière son petit doigt, quoi. Bon voilà, jusqu'ici on disait oui, mais si Heidegger a fait son discours du rectorat en 1934, c'est pas un peu parce qu'il était obligé face au nouveau pouvoir. Bon, puis ensuite il a démissionné de ses fonctions, mais en fait non, voilà. Donc là, on se rend compte, et c'est lui-même qui nous le dit. C'est ça qui est intéressant. Jusqu'ici, il y avait quelques auteurs qui avaient un peu fouillé dans les archives, notamment les archives non traduites en français, pour nous dire mais non, il a eu un rôle plus important. Bon, on pouvait faire semblant de pas les écouter, quoi. Mais quand c'est Heidegger lui-même qui nous le dit, bon, voilà, on est obligé d'en prendre compte. Et donc, ça jette un regard, un éclairage nouveau sur tous les mouvements philosophiques auxquels il a donné naissance, quoi, après-guerre. Voilà. Justement, vous soulignez, à partir d'exégètes et à partir de différents extraits, vous soulignez qu'en fait, une très large partie de l'anti-humanisme et du relativisme que des mouvements principalement de gauche, d'extrême gauche, vont professer et vont développer jusqu'aux gender studies et aux colonial studies d'aujourd'hui, dans l'après-guerre, sont déjà en germe dans l'œuvre d'Heidegger des années 30-40, puis dans son œuvre posthume, et la manière dont cette œuvre posthume sera présentée, entre autres, par Arendt. Oui, tout à fait. Heidegger est intéressant parce qu'il est à la source de ça, parce qu'il a renouvelé le discours philosophique sur un certain nombre de points importants qui vont permettre à toutes ces idéologies que l'on connaît aujourd'hui d'avoir des fondements philosophiques solides. C'est ça qui rend les choses dangereuses. Donc, je parlais de l'Apocalypse tout à l'heure, donc on trouvait dans ces cahiers noirs. L'Apocalypse, c'est justement un des moyens qu'utilisent les gens pour prendre le pouvoir, en quelque sorte, pour occulter l'histoire, pour occulter la réalité concrète, quotidienne, pour la dévaluer, pour la dévaloriser, en parlant d'une apocalypse. Alors, quand on parle d'apocalypse du réchauffement climatique, par exemple, bon, voilà. Les gens qui parlent d'apocalypse, il faut toujours un peu se méfier. Ça fait partie des thèmes qu'a recyclé Heidegger. Aussi le fait qu'avec lui, enfin, à travers son discours philosophique, on va passer des universaux aux existentiaux. C'est-à-dire, les universaux, c'est-à-dire des catégories rationnelles valables pour tous les hommes. C'est un peu le discours kantien, voilà. Aux existentiaux, c'est-à-dire, c'est des choses qu'on le ressent, donc ça devient nettement plus subjectif. Et là, on tombe dans une sorte de subjectivisme et de relativisme. Alors, je prends un certain nombre de thèmes comme ça et je déroule un certain nombre de fils rouges. Par exemple, le passage des universaux aux existentiaux, elle est connue par une formule assez célèbre de Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. Donc là, on voit le changement, c'est-à-dire l'existence, ce que je vis, c'est plus important que l'essence, que l'être, que ce que je suis. Et puis ensuite, ça va encore bouger. Il y a la formule de Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Donc là, dans cette formule-là, l'essence disparaît complètement. C'est uniquement l'existence qui fait que vous êtes femme ou pas. Voilà. Donc on voit encore un degré supplémentaire. Et puis il
y aura encore un degré supplémentaire parce que cette phrase de Simone de Beauvoir, elle est encore trop conservatrice pour certains parce qu'elle sous-entend qu'une fois qu'on est devenu femme, on va la rester toute sa vie, quoi. Et là, c'est là que va intervenir la théorie du genre qui va dire qu'on peut changer de sexe au cours de la vie. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de fil rouge et que je suis. Donc le point de départ, c'est Heidegger, et puis ensuite, il y a d'autres philosophes, d'autres pensées qui vont progressivement développer ces idées-là et les rendre dans un sens de plus en plus relativiste pour arriver à la théorie du genre aujourd'hui. Voilà. Donc, et ça, on le voit sur un certain nombre de domaines, donc la notion d'apocalypse, la fin du rationalisme aussi. Il y a une formule célèbre d'Heidegger qui dit « la science ne pense pas », qui est quelque chose de très méprisant pour la science et pour les scientifiques. Alors moi, je considère que les scientifiques ont des choses extrêmement intéressantes à nous dire, voilà, notamment tous ceux qui travaillent sur la physique quantique, la matière au CERN à Genève. C'est des choses qui remettent la pensée, la façon de penser la matière, ce que c'est que la matière. Bon, voilà. Pour Heidegger, la science ne pense pas et il critique le rationalisme. Pour lui, le rationalisme est quelque chose de sec, de desséché, qui nous fait passer à côté de la réalité, quoi. Et quand on méprise le rationalisme, on laisse la porte ouverte au sentimentalisme, aux sensations, ou comme disait Castaner, comme l'émotion est plus importante que les règles juridiques. Voilà, on glisse dans des choses quelque chose de l'émotion, voilà, qui peut dériver, qui peut être très dangereux. Voilà. Donc voilà, c'est tous ces mouvements-là donc, que j'analyse sur le plan philosophique que fait Heidegger. Ensuite, je montre comment ça s'est décliné dans les décennies suivantes avec d'autres auteurs. J'ai parlé de Sartre, de Foucault aussi, Derrida, voilà, etc. Après ce grand bilan idéologique qui fait à peu près la moitié de votre livre, vous revenez sur la problématique du droit naturel, sur d'ailleurs les legs d'un penseur qu'on voit dès le début de votre livre, à travers entre autres son principal élève Allen Bloom. Je veux bien sûr parler de Léo Strauss. Alors, quel cheminement intellectuel vous a amené à cette notion, que je vous demanderai de définir brièvement, et qu'est-ce que pour vous elle peut apporter à l'Occident aujourd'hui? Oui, en fait, dans mon livre, je cherche une réponse aux problèmes auxquels sont confrontés les conservateurs aujourd'hui, les gens de droite. C'est-à-dire, ce que je constate, je commence là-dessus sur mon introduction, c'est qu'il y a un débat entre les progressistes et les conservateurs, et c'est ce qui structure notre champ politique aujourd'hui, et tout le monde est d'accord, aussi bien les progressistes que les conservateurs sont d'accord pour considérer que c'est de cette façon-là que le champ politique est découpé. Le problème, c'est que au final, c'est toujours un peu les conservateurs, les progressistes qui finissent par gagner, ne serait-ce que parce que le temps passe. Et puis, pour les conservateurs, le simple fait de défendre le passé, de défendre des traditions, ça ne peut pas suffire. C'est un discours un peu perdant, c'est pas un discours qui peut forcément séduire. Voilà. Donc, finalement, c'est toujours un peu les progressistes qui gagnent. Et je dirais, même quand on regarde les pays dans lesquels des conservateurs ou des populistes ou des gens de droite bien affirmés sont au pouvoir, que ce soit Trump aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe centrale ou de l'Est, et le discours progressiste, il est pas à mort, hein, il continue d'être vigoureux. Alors, donc ce débat-là, il existe encore, et il représente un danger parce qu'on n'a pas d'argument définitif pour, je dirais, invalider le discours progressiste. Donc, ce que je propose, c'est un changement de dimension, en quelque sorte, avec le droit naturel. Donc, le droit naturel, qu'est-ce que c'est? Le droit naturel, c'est ce qui permet de distinguer le bien du mal. Et dans l'Occident, il y a deux grandes sources qui permettent de distinguer le bien du mal. La première, c'est la philosophie grecque rationnelle, donc qui est née à Athènes. Deuxième, c'est le christianisme, le judéo-christianisme, donc qui est né à Jérusalem. Donc c'est à Athènes et Jérusalem les deux sources de l'Occident. Ce sont deux discours qui permettent de distinguer le bien du mal, qui ont un certain nombre de points communs, mais qui ont aussi beaucoup de différences irréconciliables, qui ont pu se combattre aussi à certains moments ou sur certains points. Voilà. Mais en tout cas, ces deux discours-là ressort de ce qu'on appelle le droit naturel. Et il s'est passé un changement au XVIIIe siècle, c'est ce que j'appelle l'erreur des conservateurs. Je m'appuie là-dessus sur Léo Strauss. C'est-à-dire que Léo Strauss explique que jusqu'au XVIIIe siècle, l'honnête homme, c'est-à-dire, bon, j'ai envie de dire l'homme de droite, mais c'est un peu anachronique, parce que l'homme de droite, la droite, c'est né après 1789. Mais l'honnête homme défendait le droit naturel
Et puis, au moment de la Révolution française, il a commencé à prendre peur. Il voit cette évolution-là chez Edmund Burke, notamment, qui tout d'un coup voit que la Révolution française, elle a été faite un peu au nom d'idéaux ressortant du droit naturel. Donc, il commence à se dire que c'est peut-être un peu dangereux. Surtout quelques années avant, il y avait eu la Révolution américaine de 1776 qui s'était aussi faite au nom de droit naturel. Donc, il dit que c'est quand même un peu dangereux, là, ça conduit à renverser les gouvernements. Le droit naturel, finalement, c'est peut-être pas si tranquille, si bien que ça. Et puis, l'autre événement, chose qu'il voit, c'est que l'histoire s'accélère avec la Révolution française. Ça, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Et il considère que ça va trop vite. Et donc, Edmund Burke se dit qu'il faudrait plutôt s'appuyer sur la tradition, plutôt que sur le droit naturel. Et c'est à ce moment-là que naît le conservateur. Mais Léo-Strauss explique que c'est une erreur, parce que en faisant ça, le conservateur s'appuie sur l'histoire. Or, l'histoire n'offre pas de loi qui permette de distinguer le bien du mal. L'histoire, c'est un flux comme ça, continu, mais il n'y a pas de, ça permet pas il n'y a pas de loi de l'histoire. D'ailleurs, s'il y avait des lois de l'histoire, ça pourrait dire que l'homme n'est pas libre en totalité. Voilà. Donc, il n'y a pas de loi de l'histoire, et en faisant ça, le conservateur tombe dans l'historicisme, ce qu'on appelle l'historicisme, qui est né au XVIIIe siècle en Allemagne avec Hegel notamment. Et donc, en s'appuyant sur la tradition, le conservateur ouvre un boulevard aux progressistes qui, eux, vont s'appuyer sur le progrès. Et voilà, et donc il y a une sorte d'effet miroir, de division en deux parties égales du champ politique. Et on est encore aujourd'hui dans cette différence qui fait que personne peut vraiment, enfin, on est toujours à 50-50. Alors, de temps en temps, les populistes ou la droite peut gagner, de temps en temps sur les progressistes, mais on est toujours dans une sorte d'équilibre par définition, puisque soit on s'appuie sur la tradition, le passé, soit on s'appuie sur le progrès. Voilà. Et donc, en revenant au droit naturel, on revient à des principes qui ne sont pas liés à l'histoire, c'est des principes universels. Et moi, je dis, à la suite de Léo-Strauss, que le conservateur doit reconnaître cette erreur et revenir sur une pensée classique antérieure au XVIIIe siècle, c'est-à-dire il doit restaurer le droit naturel, restaurer ce débat. Et Léo-Strauss dit quelque chose que je trouve très intéressant. Lui, il ne choisit pas entre la philosophie grecque et le judéo-christianisme. Il dit que c'est justement le débat qui peut être très animé parfois et très dur, c'est le débat, la discussion entre ces deux sources de droit naturel qui constitue l'essence même de l'Occident, qui constitue le secret de sa vitalité. C'est le terme qu'il emploie. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est quelque chose d'ouvert, ça ne peut pas être traduit dans un slogan, et c'est quelque chose qui nous pousse à la réflexion, qui nous pousse à progresser, mais en tout cas qui nous donne aussi une clé qui permet cette fois-ci de battre définitivement le progressisme, parce que le droit naturel, il est anti-relativiste, voilà, par définition. Voilà. Et il explique aussi, je terminerai là-dessus, que la distinction progrès et tradition, c'est en fait une version dégradée de la distinction bien-mal. Donc, il faut revenir à ce discours de distinction bien-mal qui est plus difficile. C'est aussi pour ça qu'il a pu être abandonné, parce que distinguer le bien du mal, qu'on soit adepte de la rationalité et de l'humanisme, ou qu'on soit croyant, c'est des choses qui peuvent être difficiles, qui peuvent créer des problèmes de conscience, qui peuvent donner lieu à des échecs. C'est plus compliqué. Alors que se reposer soit sur le progrès, soit sur la tradition, c'est plus facile, parce que c'est des choses. La tradition, c'est quelque chose de concret, ça existe. L'histoire regorge de narration, donc c'est plus facile ça semble plus concret, c'est plus facile de se raccrocher, quoi. Voilà. Alors que distinguer le bien du mal, c'est quelque chose de plus exigeant intellectuellement et moralement. Voilà. Mais je considère qu'il faut revenir à ça, voilà, dans la suite des Léo-Strauss. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous allons terminer là-dessus, parce que la situation française semble assez emblématique de ce que vous dites. Aujourd'hui, nous avons un camp qui se définit comme progressiste, qui a paralysé l'ensemble du jeu politique autour de lui, et disons des conservateurs réputés tels timorés, voire affolés,
qui n'osent pas bouger une oreille, faisant Emmanuel Macron le seul point de fixation autour duquel tout tourne. Ce qui ne peut ne lui offrir, si on poursuit les courbes, qu'une réélection. Je crois que vous avez, enfin d'ailleurs je crois pas, j'en suis sûr, que vous avez eu, et vous avez encore certainement, une carrière politique assez proche des Républicains, si mes souvenirs sont bons. Justement, à l'aune de cette nouvelle grille d'analyse que vous proposez, comment analysez-vous les échéances qui arrivent vers nous, et particulièrement l'échéance de 2022 ? Voyez-vous ce clivage se mettre en place ? Voyez-vous des personnalités sortir ? Y a-t-il des gens que vous regardez dans l'optique de cette élection ? Oui, c'est-à-dire, moi, l'idée de ce livre aussi, c'est de modifier la perception qu'on a du champ politique pour sortir de l'opposition progressiste conservateur qui, à mon avis, ne mène à rien, d'autre que la victoire des progressistes et les conservateurs ne faisant que freiner les choses, voilà. Donc, j'espère que des personnalités qui prennent conscience de cela peuvent émerger. Moi, je vais dire que, en toute modestie, que je suis disponible, même si, ceci dit, moi, j'affirme que personne à droite n'a le niveau pour écrire le livre tel que j'ai écrit. Et en plus, j'ai fait mes preuves en économie, en dénonçant depuis longtemps la planche à billets des banques centrales, par exemple, ou en écrivant avec un livre sur le pouvoir d'achat qui permettait de comprendre la crise des Gilets jaunes. Donc voilà, je dis ça sans prétention parce que je trouve que le niveau politique en France est extrêmement faible à droite. Alors sauf si Marion Maréchal décidait d'y aller, auquel cas je me mettrais à son service, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien elle n'a pas envie d'y aller. Voilà. Donc voilà, maintenant, soyons réalistes, ça n'arrivera pas. Moi, je suis pas connu des grands publics, j'ai pas de parti, pas d'argent, donc voilà. Donc il faut espérer que quelqu'un sorte d'ici 2022 pour défendre ce point de vue, défendre ses idées et permettre à la droite au sens général, toutes les droites, aussi bien la droite classique que ce qu'on appelle les droites populistes ou les droites nationales, de pouvoir trouver des points communs qui leur permettent de se réunir. Et pour moi, ça peut se faire sur un certain nombre de principes issus du droit naturel, issus d'une réinterprétation et d'un retour au droit naturel. Alors que si on reste avec d'un côté les conservateurs ou certains réactionnaires et puis d'autres d'une droite qu'on appelle une droite molle, évidemment, il n'y a aucune possibilité de jonction et d'alliance, aussi bien au niveau politique qu'au niveau des électorats. Voilà. Vaste chantier, vaste débat. J'espère qu'on vous retrouvera sur d'autres sujets peut-être plus économiques les prochaines fois. Je vous remercie beaucoup de nous avoir offert votre temps. Pouvez-vous nous remontrer votre ouvrage que je conseille, sur la Renaissance de l'Occident? Voilà, merci beaucoup. Vous trouverez, nos amis trouveront le lien de l'ouvrage en description. Philippe Herlin, merci beaucoup pour votre temps et vos explications. Merci.